à l'Est, le contexte est difficile. Le peuple congolais aujourd'hui vit une situation désespérée au regard justement de ces avancées du M23. On a parlé de Minova, on a parlé de Massissi. Là, nous sommes à Goma. Les rebelles du M23 menacent de s'emparer également de Bukavu, la capitale, ou du moins devrais-je dire le chef-lieu de la région du Sud Kivu. Mais ils ne comptent pas s'arrêter là puisqu'ils disent vouloir mener cette marche de libération jusqu'à la capitale Kinshasa. Alors d'entrée, que se passe-t-il réellement? Comment expliquer cette résurgence du M23? Alors si je veux prendre toute l'histoire, est-ce que je veux rentrer jusqu'à 1994, alors que, bon, tout le monde est déjà au courant de ça, je voudrais prendre de là où M23 vient de reprendre encore les armes. Oui. Parce que si je prends ça, ça prendra beaucoup de temps. Oui. Prenons la situation sur les derniers mois, en tout cas. Voilà. Quand le président Tshisekedi prend le pouvoir, lui, il voulait la paix en RDC. Et c'est ce qui fait que, vous voyez comment il a commencé avec le voyage pour toucher tous les 9 pays frontaliers de la RDC. Oui. Tout ça, c'était pourquoi? C'était pour chercher la paix. Et beaucoup de ces pays viennent se ressourcer économiquement en RDC. Lui ne voulait pas les écarter totalement, mais il voulait qu'ils puissent faire les accords gagnant-gagnant. Et tous, nous savons qu'à l'est de la RDC, il y avait autant de groupes armés. Et parmi ces groupes, il y avait, soi-disant, les M23. Mais ces M23 qui disent souvent ça a été défait à un moment par le régime de Kabila. Mais ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'accord. Il y avait l'accord qui faisait que les M23 puissent déposer les armes. Oui, ça c'est sous le règne du président Kabila. Kabila, oui. Parce que quand maintenant Tshisekedi vient, il constate cet accord-là. Oui. Parce qu'on nous avait menti que non, c'est le régime de Kabila qui avait de fait les M23, donc par les armes, tout ça. Alors qu'il y avait l'accord, et cet accord exigeait la RDC à donner, je crois, 70 millions de dollars au Rwanda chaque année. Hormis cela, l'administration de l'Est était gérée par le Rwandais. Le Rwandais pouvait venir en RDC, ils travaillent et le soir, ils rentrent aller dormir chez eux. Et avec brassage, mixage, tout ça, ça fait que le pays était infiltré dans l'armée, dans le renseignement, dans la politique. Et c'est là où on a constaté que même dans l'Assemblée nationale, Sénat, même à la présidence, on a été infiltré. Infiltré par qui? Par le Rwanda. Par le Rwanda? Oui. C'est pourquoi quand vous avez essayé de dire ici que M23, selon les gouvernements congolais soutenus par le Rwanda, ça mais si c'est ce que le moi je répète juste ce que le gouvernement congolais réitère au quotidien. Bon, maintenant, quand Tshisekedi arrive au pouvoir, il veut régler tous les problèmes avec nos pays frontaliers. C'est pourquoi il avait fait tout le voyage, comme on l'appelait, pigeons voyageurs, tout ça. C'était simplement pour faire des accords de gagnant-gagnant. Parce que nous, les Congolais, nous savons que l'économie de Rwanda est assise sur les pillages des minéraux de la RDC, sur la richesse de la RDC. Parce que autrefois, il disait que si nous venons en RDC, c'est soi-disant pour notre sécurité, parce que les FDLR, toutes ces choses-là. Alors que ce n'était pas le cas. Maintenant, quand il a causé avec tous ces présidents, ils se sont retrouvés en Nairobi. C'était pourquoi? Pour dialoguer avec les groupes armés. Et quand ces groupes armés arrivent en Nairobi, donc les représentants du groupe armé, quand ils sont arrivés en Nairobi, Tshisekedi leur dit ouvertement que vous devez déposer vos armes et vous entrez dans les mécanismes des... Bon, il y a un nom qu'on a donné à ces mécanismes-là pour les ramener dans la société normale, mais pas mixage, brassage. Et c'est quand Tshisekedi parle de ça que Kagame, qui n'était pas content de cette façon de faire, il fait sortir, soi-disant, les M23. Quand ils sortent, tant que les autres sont sur la table de négociation à Nairobi, et ils partent reprendre les armes. Donc l'accord trouvé sous l'égide du président Kabila n'était plus en vigueur à partir de ce moment-là, à partir de cette décision du président. Parce que quand Tshisekedi vient, il trouve que comment est-ce qu'un pays étranger peut venir pour
prendre les recettes dans l'administration congolaise. Et ils avaient exigé qu'ils doivent avoir l'autorité sur l'armée du côté de l'Est, à 90%. Ils avaient exigé qu'ils devraient avoir la même mise sur le renseignement de tout le pays. Ils avaient exigé qu'il faudrait qu'il y ait les politiques qui doivent entrer, qui sont dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat, dans le gouvernement. C'est pourquoi vous voyez les ministres éternels comme les Roubaix-Roy qui ne pouvaient pas sortir du gouvernement. Tout ça, c'était pourquoi? Parce que c'était les accords. Et ces accords-là sont là. Je ne sais pas si vous ne les avez pas. Je vais même vous envoyer ça. Les accords-là. Mais quand Tshisekedi arrive, il dit que je ne peux pas accepter que mon pays... Et là, il y a un autre pays qui vient pour venir nous imposer la politique sur notre pays. Et c'est par là maintenant que Kagame trouve que non. Si ça marche comme ça, je ne peux plus avoir ce que j'ai en RDC. Ça, ce sont des causes qui ont fait que les M23 quittent. Mais hormis cela, toute l'Afrique sait, même le monde entier sait, qu'il y a des multinationales, il y a des grandes puissances qui viennent derrière Rwanda pour venir exploiter. Et quand Tshisekedi entre même au pouvoir, parce qu'il a discuté aussi avec ces grandes puissances, il a posé la question de savoir à un émissaire américain, pourquoi vous faites ça? Moi, je vous appelle, venez par la porte pour prendre ce que vous voulez. Nous avons besoin de l'industrialisation, vous avez besoin de minerais, venez, je vais vous donner. Et qu'est-ce que cet émissaire dit? Il dit que ça fait 30 ans, il n'avait pas un bon interlocuteur de la RDC. Vous croyez que nous devions faire comment? Pourquoi? Parce que je le dis toujours, le régime passé n'était pas pour le bien de la RDC. Pourquoi? Parce que même jusqu'aujourd'hui, je vais encore le dire que Kabila n'est pas congolais. Joseph Kabila, il n'est pas congolais. Et c'est dans son régime-là qu'il a fait tout pour que le Rwanda puisse avoir ce qu'il voulait avoir par les armes. Et il est arrivé à les avoir sans les armes derrière l'accord. Maintenant, quand on a brisé cet accord, Tshisekedi a dit non, cet accord ne doit plus marcher comme ça. C'est comme ça que vous voyez les soi-disant M23 reprendre les armes pour continuer à prendre en RDC ce qu'ils prenaient par l'accord avec les armes. Alors, c'est cette situation. Vous parlez beaucoup du Rwanda. Son implication est avérée. Nous n'allons pas le lier à notre niveau. Mais que dites-vous justement de certains Congolais aujourd'hui qui font partie de ce mouvement-là? On a l'impression que, au-delà des accusations qui peuvent être portées sur le Rwanda, il y a une franche partie de Congolais qui n'est tout de même pas contente de la façon dont le pays est géré. Quand on écoute Corneille Nangaa, nous aurons l'occasion de l'écouter, il nous dit qu'il va mener cette marche de libération vers Kinshasa. Corneille Nangaa, ce n'est pas un Rwandais tout de même, Stéphane Katala. Comment on explique le fait qu'aujourd'hui, nous ayons tout de même des Congolais impliqués dans cette rébellion qui est menée par le M23? Vous savez que la traîtrise, je peux dire que c'est un peu une nature de quelques Pour les qualifier de traîtres? Oui, c'est un grand traître. Même ceux de l'Est de son village. Traître, quel est l'objectif aujourd'hui? Quel est l'objectif qui est porté si c'est une trahison? Ça serait quoi l'objectif? Attendez, quand quelqu'un qui était un président de la CENI, et c'est lui qui a proclamé Tshisekedi, ce sont des institutions établies. Comment toi qui as proclamé? On lui avait posé la question de savoir, mais est-ce que tu crois vraiment que cette proclamation, ces résultats, c'est vrai? Qu'est-ce qu'il avait dit? Il dit, au Congo, quand les Congolais n'aiment pas quelque chose, ils le réagissent. Et leur façon de réagir, c'est la rue. Il dit, mais quand j'ai proclamé Tshisekedi a gagné les élections, tu vois qu'en RDC, il y a la paix. Tout le monde est d'accord avec ça. Bon, maintenant, mais des années plus tard, Nangaa, il revient, le même revient et il nous dit... Corneille Nangaa étant président de la CENI, parce que nous savons ce qui s'était passé dans les élections de 2011. Voilà? On lui a donné des carrés minières. Et les carrés minières qu'il avait pris, ce n'était pas reçu d'une façon légale. Et quand on découvre ça, on a commencé à récupérer. Il y a d'autres politiciens qui ont travaillé avec Kabila qui vivaient dans des maisons de l'État, mais d'une façon illégale. On a récupéré tout ça. Et quand on a récupéré ces carrés minières, c'est là que ce monsieur se fâche. Il dit que bon, pourquoi on a pris ça? Et il part dans la rébellion. Et en accord avec Joseph Kabila. Parce que c'est Joseph Kabila qui est le chef de l'AFC. Bon, maintenant, il fallait qu'il cherche les gens pour qu'ils puissent aller là-bas tant que lui, il était encore au pays. Parce que pour le moment, il n'est plus au pays. Il est soi-disant en exil.
C'est pourquoi les gens comme les Nanga, qui étaient faciles à manipuler, et avec la colère du fait qu'on lui a pris ses carrés miniers, c'est pourquoi il est parti. Hormis lui, il y a encore d'autres jeunes de PPRD qui sont avec lui là-bas. Et il y a d'autres politiciens, soi-disant des opposants, qui attendaient que Tshisekedi leur donne des postes. Quand ils n'ont pas reçu de postes, ils sont allés, comme les Franck Djongo. Dernièrement, il y a comme les Claudel Loubaya. Tous ces gens-là. Et quand ils ont vu que ça ne marche pas comme autrefois, parce que autrefois, le temps de Kabila, les opposants pouvaient parler la journée, mais la nuit, pas de prendre de l'argent. C'est ce que l'ancien premier ministre Matata Mpognon avait dit. Ils allaient prendre l'argent, mais la journée, ils parlent autre chose. Mais quand Tshisekedi vient au pouvoir, ces choses ne se passaient plus. Tshisekedi a l'amour du pays. Il veut relever ce pays-là. Parce que ces 6 ans qu'il a pris le pouvoir, si vous regardez bien la RDC, il y a l'inauguration et inauguration de ce qu'il est en train de faire comme infrastructure. C'est que Kabila n'a pas pu faire en 18 ans. Ouais. Bon, maintenant, ça fait que l'amertume de Nanga a trouvé les ambitions de Kagame et les ambitions de Kabila. Vous savez, quand Kabila avant de sortir de ce pouvoir-là, il est parti à Addis Abeba. Il a dit à ses pères là-bas que à bientôt. Vous voyez, c'était pourquoi? Parce que il a planifié beaucoup de choses pour reprendre le pouvoir au Congo. Tant que les Congolais aiment un président, même si vous faites n'importe comment, ça ne peut pas marcher. Et c'est pourquoi ils ont créé encore cette rébellion. Cette rébellion. Donc pour vous, le président Tshisekedi aime son peuple aujourd'hui? Oui, je le dis et je le confirme. Vous assumez vos Je peux même le dire que depuis que le Congo est Congo, on n'a jamais eu un président qui a de l'amour pour son pays et pour son peuple comme Tshisekedi, à cause de ce qu'il réalise. Je sais que Patrice Emery Lumumba, c'est quelqu'un qui a de l'amour, qu'il avait de l'amour pour son pays. Et Laurent Désiré Kabila, lui, à un moment, nous ne l'avons pas compris. Pourquoi? Parce que pour venir libérer ton pays, il ne faut pas aller chercher les étrangers. C'est lui qui est venu avec le Rwandais, avec les Ougandais. Mais arrivé au Congo, quand il a constaté l'esprit de ces gens-là, il a changé. Et c'est là que les Congolais ont commencé à l'aimer pour comprendre que nous voilà un nationaliste. Voyez. C'est ce qu'il dit, nous l'aimons. Et il a de l'amour pour son pays. Voilà. Merci à vous, Stéphane Katala.